Mes parents ont soudoyé mon propriétaire pour me faire expulser afin que leur fille chérie puisse avoir mon appartement. Je suis un homme de 32 ans, vivant seul dans un appartement locatif à loyer contrôlé que j'ai obtenu il y a 7 ans. L'immeuble est situé dans un bon quartier, pas branché, mais solide. J'ai signé le bail lorsque le marché a connu un creux, et le propriétaire n'a jamais beaucoup augmenté le loyer. C'est un modeste appartement d'une chambre, rien de luxueux, mais c'est calme, proche de mon travail, et honnêtement, j'avais prévu d'y rester sur le long terme. La propriétaire est une femme âgée, probablement dans la fin de la soixantaine. Elle possède cet immeuble et rien d'autre, et elle le gère comme du papier timbré. Elle apprécie les locataires qui ne font pas de bruit, qui paient leur loyer à temps et qui ne la harcèlent pas avec des demandes constantes. J'ai toujours respecté cela. Je répare moi-même les petites choses, je ne fais pas de fêtes, et je n'ai jamais payé mon loyer en retard, pas une seule fois en 7 ans. Nous ne sommes pas amis ou quoi que ce soit, mais il y a du respect mutuel, ou du moins il y en avait. Ma sœur cadette, son mari et leur fils ont récemment déménagé dans la ville. Son mari a perdu son emploi il y a des mois et n'a pas trouvé de nouveau travail, et ils avaient du mal à trouver un logement qu'ils pouvaient se permettre. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Nous n'avons jamais été proches en grandissant, elle a toujours été l'enfant d'or. Mes parents l'ont comblé sans fin, lui donnant tout, tandis que je devais travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Elle pouvait s'en sortir avec n'importe quoi, tandis que j'étais soumis à des normes impossibles. J'ai appris très tôt à garder mes distances et à me débrouiller seul. Il y a quelques semaines, nous avons eu un dîner de famille chez mes parents. C'est là que cela a commencé. Ma mère a regardé autour de la table et a fait une remarque improvisée sur le fait qu'un endroit comme le mien serait parfait pour la famille de ma sœur, avec son garçon qui grandit. Puis elle a ajouté que je gaspillais de l'espace en tant qu'homme célibataire. J'ai ri au moment, pensant que c'était juste son commentaire habituel sur mes choix de vie. Mais au cours des jours suivants, mes parents ont commencé à appeler beaucoup. Au début, ils ont posé des questions comme savoir si j'avais déjà pensé à déménager plus près du travail ou si j'étais prêt pour un changement. Puis ils sont devenus plus directs, me demandant si j'envisageais de m'améliorer et de laisser ma sœur avoir l'appartement. Je leur ai dit non, fermement. Je n'étais pas intéressé à déménager, et ce n'était pas quelque chose dont on pouvait plaisanter. Mon père a appelé un soir pour parler, il a commencé par des banalités mais s'est rapidement tourné vers le fait que la famille devait passer avant tout et que mon neveu avait besoin d'un foyer stable. Ma mère a fait de même le lendemain, répétant le même message. Apparemment, ils avaient tous décidé que mon appartement était maintenant la solution au problème de logement de ma sœur. Je leur ai rappelé que je vivais ici tranquillement et responsablement depuis près d'une décennie. Je ne squattais pas, je ne prenais rien à personne, je vivais simplement ma vie dans un endroit pour lequel j'avais signé un bail légal. Ils n'ont pas discuté des faits, ils se sont simplement appuyés davantage sur la culpabilité. Tu n'as pas besoin d'autant d'espace, a dit ma mère. Ce n'est pas juste pour un enfant de grandir à l'étroit alors que tu es seul dans le confort. Une semaine plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une note pliée collée à la porte de mon appartement. Elle provenait de ma propriétaire. La lettre indiquait que mon bail, qui était récemment passé à un bail mensuel, ne serait pas renouvelé. J'avais 30 jours pour quitter les lieux. Aucun avertissement, aucune discussion, juste comme ça. On me disait de partir. Je suis resté dans mon couloir, la lisant encore et encore. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'avais enfreint aucune règle, je n'avais pas été bruyant, je n'avais pas manqué de loyer. J'ai appelé la propriétaire immédiatement. Elle a décroché, mais l'appel a été bref. Elle a seulement dit qu'il y avait eu un changement de plan et qu'elle espérait que je comprendrais. Puis elle a raccroché. Je n'ai pas compris. Le soir suivant, je suis allé chez mes parents. Je n'avais pas prévu d'aborder le sujet, je voulais juste m'asseoir et réfléchir un moment, peut-être m'éloigner du désordre dans ma tête. Ils étaient dans la cuisine, en communication téléphonique avec ma sœur. Je suis resté dans le couloir, hors de vue, et c'est là que je l'ai entendu. Mon père riait. Je l'ai entendu dire, le chèque est passé, et l'endroit sera bientôt à elle. Puis ma mère a ajouté quelque chose sur l'arrivée des meubles dans quelques semaines et sur la façon dont la propriétaire a joué intelligemment. Ma sœur semblait surprise, mais pas totalement opposée. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, a-t-elle dit, même si elle ne semblait pas vouloir refuser. Ma mère a répondu, tout pour notre fille. Ton frère trouvera autre chose, il le fait toujours. Je suis resté là, complètement immobile. Je n'ai rien dit,
j'ai juste attendu que l'appel se termine, puis je suis parti tranquillement sans qu'il sache que j'avais été là. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai commencé à rassembler tout ce que j'avais, les emails, mon bail, mon historique de paiement. J'ai acheté une petite caméra et je l'ai pointée vers ma porte. J'ai sauvegardé chaque SMS et chaque journal des appels. Je n'allais pas crier, supplier ou me disputer. J'allais construire une preuve. S'ils voulaient jouer sale, très bien, je pouvais gérer ça, mais je n'allais pas me coucher et leur donner ce qu'ils voulaient, pas comme ça, pas sans conséquence. Le lendemain, je suis allé directement chez mes parents. Je n'ai pas attendu les banalités. Je leur ai demandé s'ils avaient soudoyé ma propriétaire pour me faire expulser afin que ma sœur puisse avoir mon appartement. Mon père a baissé les yeux sur la table. Ma mère a dit quelque chose sur le fait que parfois, des compromis sont nécessaires pour le bien supérieur de la famille. Je leur ai dit que j'avais été à la maison la veille et que j'avais entendu toute la conversation téléphonique. Ils ont cessé d'essayer de le nier après ça. Ma sœur est arrivée quelques minutes plus tard, l'air mal à l'aise. Lorsque j'ai confronté tout le monde ensemble, ma sœur a semblé confuse. Écoutez, ils m'ont dit qu'ils parlaient à votre propriétaire, mais je ne savais pas qu'il l'a payé pour vous expulser, a-t-elle dit. Mes parents ont essayé de minimiser les choses, décrivant cela comme un geste de bonne volonté envers la propriétaire. Fondamentalement, ils lui ont donné de l'argent pour que ma sœur ait la priorité lorsque mon logement serait vacant. Ils ont prétendu que ce n'était pas un pot de vin, ils l'ont décrit comme un « arrangement mutuel ». Ils ont dit qu'ils supposaient que je finirais par comprendre et que tout allait bien se passer. Ma sœur avait l'air mal à l'aise. « Maman, papa, je ne vous ai pas demandé d'aller si loin », a-t-elle dit, mais ils l'ont ignoré en disant « Tu commences une famille, tu as besoin de stabilité plus que lui ». Je n'ai pas beaucoup parlé après ça, je suis parti sans finir mon café et j'ai rappelé la propriétaire. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un SMS, pas de réponse. J'ai envoyé un email, rien. Je n'étais pas surpris, mais je voulais couvrir mes arrières. Puis j'ai sorti mon bail. J'étais passé au moins le mois il y a quelque temps, mais je n'avais manqué aucun paiement et n'avais enfreint aucune règle. Techniquement, elle était autorisée à ne pas renouveler, mais avec ce que je savais maintenant, il était évident que toute l'affaire avait été manipulée. Je suis allé à une clinique d'aide juridique le lendemain matin et j'ai expliqué la situation. Ils ont confirmé que c'était légalement autorisé, mais que sur le plan éthique, c'était une zone grise, surtout si de l'argent changeait de main pour cibler un locataire spécifique. Ils m'ont donné une liste des mesures que je pouvais prendre, selon jusqu'où je voulais aller. Ce soir-là, j'ai pris une petite caméra à détection de mouvement. Je l'ai montée au-dessus de ma porte d'entrée et je l'ai orientée pour qu'elle puisse capturer tout ce qui se passait à l'extérieur pendant mon absence. J'avais le sentiment que ce n'était pas fini, et j'avais raison. Juste 3 jours plus tard, j'ai reçu une alerte de la caméra. J'ai visionné les images et j'ai regardé mes parents entrer dans mon appartement avec une clé qu'ils devaient avoir obtenue de la propriétaire. Ils se sont promenés tranquillement, pointant les murs, mesurant les coins et parlant de l'emplacement des meubles pour la famille de ma sœur. J'étais au travail pendant que cela se produisait. Je suis allé directement au poste de police après ça. J'ai déposé une plainte pour entrée illégale et j'ai apporté les images avec moi. Ensuite, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer les serrures ce soir-là. Je me suis assuré que je sois le seul à avoir les nouvelles clés. J'ai également envoyé une lettre recommandée à la propriétaire indiquant qu'une entrée non autorisée avait eu lieu et j'y ai joint des captures d'écran des images. J'ai sauvegardé la vidéo complète à 3 endroits. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un long message de mon père. Il m'a accusé d'humilier la famille. Il a dit que mon neveu avait déjà commencé à appeler l'appartement, chez lui, parce qu'il lui avait dit que ce serait le leur et que j'avais brisé son cœur. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro et j'ai supprimé mes parents de toutes les applications, de toutes les plateformes. Tout contact ultérieur n'a eu lieu que par le biais de nouveaux emails ou de nouveaux numéros, que j'ai suivis et documentés. Je me suis assuré qu'il n'y avait aucun moyen pour eux de me contacter à nouveau. Quelques heures plus tard, ma sœur m'a appelé. Elle semblait vraiment bouleversée. Je n'avais aucune idée qu'ils allaient obtenir une clé et y entrer, a-t-elle dit. Ça va trop loin. Je lui ai dit que je la croyais, mais que j'avais besoin d'espace de toute la famille pour le moment. Elle a compris et a promis de garder ses distances jusqu'à ce que je sois prêt. J'ai acheté un classeur ce jour-là. J'y ai commencé à classer tout, mon bail original, des copies de chaque paiement de loyer, des SMS imprimés,
la lettre recommandée et des images horodatées des images. J'ai créé une chronologie de tout ce qui s'était passé, du premier commentaire au dîner au dernier message que j'ai reçu avant de bloquer mes parents. Je voulais tout au même endroit, prêt à partir. Je n'avais pas l'intention de laisser passer ça. Je n'allais pas exploser ou faire une scène, mais j'allais documenter chaque mouvement. S'ils voulaient une guerre pour un appartement, je la combattrais sur papier, sans crier, sans drame, juste des preuves, la loi et les conséquences. Le lendemain de la fin de l'organisation de mes documents, j'ai contacté une organisation locale pour les droits des locataires. Je leur ai donné tout ce que j'avais, la chronologie complète, les images de l'entrée non autorisée, des copies de la lettre recommandée que j'ai envoyée à la propriétaire et une impression de l'avis d'expulsion. Je n'ai rien laissé de côté. Après avoir examiné les documents, ils m'ont dit que cela ressemblait à un cas type d'expulsion contraire à l'éthique. C'était légal sur papier en raison du statut de mois en mois, mais la coordination et le paiement en ont fait quelque chose qu'ils étaient prêts à aider à combattre. Ils m'ont guidé dans le dépôt d'une plainte officielle auprès de l'autorité du logement de la ville. Dans le cadre du processus, j'ai dû rassembler plus de preuves. J'ai commencé à creuser dans les documents financiers auxquels j'avais légalement accès et j'ai trouvé une transaction particulière du compte bancaire conjoint de mes parents à la propriétaire. L'étiquette était « Don pour l'amélioration de la propriété ». Je l'ai imprimé, j'ai surligné la date et je l'ai ajouté à ma pile croissante de documents. Un ami à moi qui travaille comme journaliste indépendant s'est intéressé à l'histoire après avoir entendu ce qui s'était passé. Je lui ai remis le dossier complet, avec les noms supprimés, et il a commencé à rédiger un article sur les pratiques louches des propriétaires et sur la façon dont certaines familles utilisaient des tactiques contraires à l'éthique pour expulser les gens de logements abordables. L'article ne portait pas sur la vengeance, il s'agissait de montrer comment les personnes ayant des relations ou de l'argent pouvaient enfreindre les règles dans une crise du logement. J'ai soumis mon dossier de plainte complet à l'autorité du logement local. Il comprenait les images de l'entrée non autorisée, les preuves de paiement, l'avis d'expulsion et une chronologie de la façon dont tout s'est déroulé. Quelques jours plus tard, pour la première fois depuis des semaines, la propriétaire a répondu, non pas pour s'excuser ou offrir une raison, mais avec une lettre de cessation et d'abstention. Elle m'a accusé de harcèlement et a déclaré que toute communication ultérieure serait considérée comme une intimidation légale. J'ai envoyé la lettre directement au groupe de locataires. Ils m'ont dit de ne pas répondre directement et de sauvegarder tout ce que je recevais à partir de maintenant. Ils m'ont conseillé de gérer tout par des documents écrits et de limiter ma communication aux voies légales. J'ai suivi leurs conseils à la lettre. La même semaine, mon père a essayé de m'appeler d'un numéro inconnu. J'ai décroché sans reconnaître la voix au début, mais cela n'a pas pris longtemps. Dès que j'ai réalisé qui c'était, j'ai terminé l'appel et j'ai bloqué le numéro. Je l'ai ajouté à mon journal des contacts indésirables. Quelques jours plus tard, ma mère m'a rappelé. Elle a utilisé un nouveau numéro que je n'avais pas encore bloqué. Une fois que j'ai réalisé que c'était elle, j'ai bloqué ce numéro aussi et je l'ai enregistré dans mes dossiers. Elle a dit des choses comme le stress affectait la famille et que tout le monde veut ce qu'il y a de mieux. Je lui ai dit une dernière fois, s'il continuait à essayer de me contacter, je poursuivrais pour harcèlement. J'ai dit clairement que je n'étais pas intéressé par des pourparlers de paix, s'ils voulaient être impliqués, ils devaient cesser de faire pression sur leur programme. Ce soir-là, je suis rentré tard du travail et j'ai trouvé un dépliant glissé sous ma porte. Il était imprimé en couleur vive, avec une photo du plan de mon appartement et les mots « bientôt disponible » en rouge gras. Ils n'avaient même pas attendu la fin de mon bail. Cela m'a tout dit, ils étaient sûrs que j'étais déjà dehors. J'ai pris des photos du dépliant et je les scannais en PDF. Je l'ai envoyé par email à l'enquêteur de l'autorité du logement chargé de mon dossier. Je l'ai également transmis au groupe de locataires, qu'il a ajouté au journal officiel des plaintes. À ce moment-là, l'ami journaliste avait terminé l'article. Il est en ligne ce soir-là sur son blog, avec les noms supprimés et les détails d'identification masqués, mais la chronologie et les événements étaient tous là. En une journée, le message a commencé à attirer l'attention, pas viral, mais assez pour que les forums locaux le reprennent. Cela a conduit à quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai reçu des messages par le biais du groupe des droits des locataires de 2 autres personnes dans des immeubles voisins qui ont déclaré que la même propriétaire leur avait fait quelque chose de similaire. L'un d'eux a déclaré qu'il avait vécu dans l'immeuble pendant plus d'une décennie avant d'être expulsé en raison de violations vagues du bail, pour voir l'appartement remis en location dans les jours suivants. L'autre a montré des captures d'écran de son propre avis d'expulsion, suivi d'une liste marquée « Occasion exclusive ». L'autorité du logement a pris note.
Elle a ouvert un audit officiel de l'historique des baux du propriétaire. D'après ce qu'on m'a dit, ils ont extrait d'anciens dossiers de location et des dépôts de paiement pour voir s'il y avait d'autres accords sous la table conclus en échange du dégagement des logements. Peu de temps après, j'ai reçu un autre message d'un nouveau numéro. Cette fois, c'était ma mère. Elle exigeait que l'article soit retiré. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro et je l'ai ajouté au journal de harcèlement que je tenais à des fins légales, en notant qu'il s'agissait probablement d'un autre téléphone jetable créé après la fermeture des précédents. À ce stade, les choses commençaient enfin à aller dans la bonne direction, pas vite, mais régulièrement, le genre de régularité qui donne des résultats. Quelques jours après la mise en ligne de l'article, il a commencé à faire le tour localement. Les forums l'ont repris, certaines personnes l'ont partagé dans des groupes de quartier, et bientôt quelques copies ont été collées sur les boîtes aux lettres et les murs des salles de lavage des immeubles voisins. Je n'ai rien fait de tout cela, mais je n'ai pas non plus trouvé cela déplaisant. L'attention a attiré des personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Un groupe à but non lucratif pour les droits des locataires m'a contacté directement. Ils suivaient le travail du blog depuis un certain temps et ont offert à la fois des conseils juridiques et une aide à l'enquête. Ils n'étaient pas seulement intéressés par mon histoire, ils voulaient l'utiliser pour exposer un problème plus vaste. Avec leur aide, j'ai préparé une lettre de demande officielle adressée à la propriétaire. Elle décrivait la collusion entre elle et mes parents, les images vidéo de l'entrée non autorisée, la preuve du paiement qualifié de don et la chronologie des actions de représailles. Nous l'avons envoyée avec accusé de réception. Le lendemain de la remise de cette lettre, j'ai reçu un courriel anonyme par le biais du groupe de locataires. Il provenait d'une personne qui disait avoir vécu dans le même immeuble, juste 2 étages au-dessus de moi. Elle a expliqué qu'elle avait été expulsée 1 an plus tôt dans des circonstances étranges et qu'elle soupçonnait la propriétaire d'avoir reçu de l'argent de la famille de quelqu'un. Elle a joint une copie de sa lettre d'expulsion originale et une capture d'écran de la nouvelle liste qui a été mise en ligne quelques jours plus tard. Je l'ai imprimée et je l'ai ajoutée au dossier croissant de preuves. Ce n'était pas le seul. Après une semaine de fouilles silencieuses, j'ai eu des déclarations de 3 autres locataires, 2 de mon immeuble, 1 de la rue suivante, tous racontant des histoires d'avoir été discrètement expulsés après y avoir vécu pendant des années, pour que leur logement aille à des familles prêtes à offrir des cadeaux en douce. Aucun d'eux n'avait le tableau complet avant maintenant, ils étaient prêts à parler. C'est à ce moment-là qu'un avocat spécialisé dans l'immobilier m'a contacté. Il avait lu l'article et a proposé une consultation à prix réduit. Je lui ai montré tout, le bail, l'avis d'expulsion, les images de sécurité, les journaux des paiements, les messages et les nouveaux témoignages. Il m'a dit que le côté juridique était délicat, techniquement, mon bail mensuel donnait à la propriétaire le pouvoir de ne pas le renouveler, mais les transactions financières, l'intrusion, l'effort coordonné avec mes parents et la détresse émotionnelle ajoutaient suffisamment de couches pour justifier une action civile. Avec son aide, j'ai intenté un procès. J'ai énuméré l'expulsion illégale, l'intrusion, la détresse émotionnelle et la collusion entre la propriétaire et mes parents. Nous avons soumis un dossier complet de documents au tribunal. Il ne s'agissait plus seulement de l'appartement, il s'agissait de tout ce qu'ils avaient essayé de faire dans mon dos et du modèle qu'ils avaient répété avec d'autres. Une nouvelle preuve est tombée dans notre giron. Une amie de ma sœur s'est manifestée avec un enregistrement vocal qu'elle avait capturé, un moment où ma mère s'est vantée d'avoir acheté son fils pour laisser sa fille avoir un meilleur endroit où vivre. C'était décontracté et suffisant, mais c'était suffisant pour montrer l'intention. Nous l'avons ajouté au dossier du tribunal et nous en avons envoyé une copie à l'autorité du logement. Pas une semaine plus tard, une autre surprise est arrivée. Un lanceur d'alerte du lieu de travail de mon père m'a contacté anonymement. Ils avaient accès aux documents financiers et ont envoyé une copie d'une demande de remboursement qui qualifiait le paiement du propriétaire de « frais de réinstallation professionnelle ». Il s'agissait d'une transaction personnelle, et non d'un coût professionnel, et la soumission était clairement frauduleuse. Je l'ai transmise au conseil fiscal local. S'ils voulaient tricher sur le système de logement et prendre mon appartement, très bien, mais essayer de le déduire par le biais d'un emploi était une ligne distincte qu'ils avaient franchie. Le conseil fiscal a ouvert une enquête, et le lieu de travail a été informé peu de temps après. Entre-temps, la propriétaire, qui avait ignoré tous les avertissements et refusé de s'engager, a finalement engagé un avocat. Le message de sa part était que tout avait été un malentendu, aucune excuse, aucune explication, juste cette phrase répétée de plusieurs façons. Mon avocat a refusé de jouer le jeu. Nous n'étions intéressés par aucun règlement discret, tout passerait par les tribunaux, pas de poignée de main, pas d'accord secret. S'il voulait rendre cela public, cela resterait public.
La même semaine, la réception de l'immeuble m'a appelé. Apparemment, mes parents avaient essayé de rendre visite en utilisant un laissez-passer visiteur d'une autre personne de l'immeuble. Ils ne sont pas allés plus loin que le hall. J'avais déjà donné des instructions à la direction de refuser l'accès, et ils ont donné suite. Il n'y a pas eu de scène, pas de confrontation, juste un rapport ajouté au dossier. Après cela, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer à mes parents une lettre de cessation de contact. Elle indiquait clairement que tout contact ultérieur serait considéré comme du harcèlement. Il n'y avait aucune menace, seulement des faits et des termes juridiques. Ils avaient pris parti depuis longtemps, maintenant, ils devaient vivre avec ça. Officiellement, le tribunal a fixé une date pour l'audience civile, avec une date limite ferme en place. J'ai commencé à préparer tout, les chronologies imprimées, les vidéos, les journaux téléphoniques, les captures d'écran et les déclarations des témoins. J'avais déjà sauvegardé chaque élément de preuve, mais maintenant, il s'agissait de tout mettre en ordre, étiqueté, croisé et prêt pour le tribunal. J'ai contacté les anciens locataires qui avaient contacté le groupe des droits des locataires, et 2 d'entre eux ont accepté de fournir des déclarations écrites détaillant comment ils ont été expulsés de leurs appartements dans des circonstances suspectes. Ensuite, j'ai reçu une lettre de cessation et d'abstention de l'équipe juridique de mes parents. Ils m'ont accusé de diffamation et d'assassinat de caractère. Mon avocat a examiné la lettre, l'a mise de côté et m'a dit que c'était un bluff. Il a dit que les tactiques d'intimidation comme celle-ci étaient courantes lorsque les gens avaient quelque chose à cacher. Nous l'avons classé avec le reste de la documentation. J'ai contacté le gestionnaire de mon immeuble et j'ai demandé une conversation privée, hors des enregistrements. Il m'a dit que la propriétaire avait mentionné quelques mois auparavant que des parents de certains locataires allaient bientôt emménager dans l'un des logements les plus agréables, ce qui correspondait au moment où ma sœur est revenue en ville avec son mari au chômage. Le gestionnaire a hésité au début, mais a finalement accepté de rédiger une déclaration sous serment anonyme confirmant que la propriétaire avait fait cette déclaration avant qu'aucun avis d'expulsion ne soit émis. Quelques jours plus tard, quelqu'un a sonné à mon interphone, prétendant être là pour une visite. Ils avaient vu une annonce pour mon logement exact, marqué « Vacant, occupation immédiate disponible ». J'ai laissé l'homme entrer, je lui ai montré le bail actuel et l'avis du tribunal, et j'ai pris des photos de son dépliant imprimé. Il était clairement affiché sans autorisation légale. J'ai tout scanné et je l'ai envoyé par courriel à mon avocat. Nous l'avons ajouté à la liste des preuves comme un autre signe d'expulsion prémédité. Peu de temps après, j'ai été contacté discrètement par un membre du personnel de l'école de mon neveu. Ils ont dit que mes parents avaient dit à l'administration que la famille de ma sœur avait déjà emménagé dans l'appartement. Ils l'ont utilisé comme preuve d'une nouvelle adresse de domicile stable pour les formulaires d'inscription, un autre mensonge, qui appuyait clairement la chronologie que nous étions en train de construire. Le membre du personnel ne pouvait pas témoigner publiquement, mais il a accepté de soumettre une déclaration confidentielle par l'intermédiaire du groupe des droits des locataires. Vers la même époque, mon père a commencé à publier des commentaires suffisants sur une page communautaire utilisée par les habitants de notre région. Il a plaisanté sur le fait d'avoir gagné la partie et sur le fait que, le silence coûte plus cher que le loyer. Les commentaires n'ont pas été bien accueillis par les lecteurs, certains d'entre eux ont lié à l'article du blog. Ce message a recommencé à prendre de l'ampleur, et il a atteint les personnes qui l'avaient manqué la première fois. Cela a ramené le lanceur d'alerte, la même personne qui avait précédemment exposé les faux frais professionnels, m'a envoyé plus de captures d'écran. Cette fois, des messages de clavardage interne où mon père a discuté de la possibilité de qualifier le « don pour l'amélioration de la propriété » de remboursable parce que, selon ces termes, les besoins familiaux sont toujours liés au travail si vous savez comment les formuler. Les messages, combinés aux documents financiers précédents, ont rendu la fraude encore plus claire. J'ai transmis tout cela au bureau d'enquête sur la fraude financière. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une confirmation qu'une vérification avait été lancée sur leur déclaration de revenus et leurs dépenses professionnelles. Entre-temps, la propriétaire, qui avait ignoré tous les avertissements et refusé de s'engager, a finalement engagé un avocat. Le message de sa part était que tout avait été un malentendu, aucune excuse, aucune explication, juste cette phrase répétée de plusieurs façons. Mon avocat a refusé de jouer le jeu. Nous n'étions intéressés par aucun règlement discret, tout passerait par les tribunaux, pas de poignée de main, pas d'accord secret. S'il voulait rendre cela public, cela resterait public. La même semaine, la réception de l'immeuble m'a appelé. Apparemment, mes parents avaient essayé de rendre visite en utilisant un laissez-passer visiteur d'une autre personne de l'immeuble. Ils ne sont pas allés plus loin que le hall.
J'avais déjà donné des instructions à la direction de refuser l'accès, et ils ont donné suite. Il n'y a pas eu de scène, pas de confrontation, juste un rapport ajouté au dossier. Après cela, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer à mes parents une lettre de cessation de contact. Elle indiquait clairement que tout contact ultérieur serait considéré comme du harcèlement. Il n'y avait aucune menace, seulement des faits et des termes juridiques. Ils avaient pris parti depuis longtemps, maintenant, ils devaient vivre avec ça. Officiellement, le tribunal a fixé une date pour l'audience civile, avec une date limite ferme en place. J'ai commencé à préparer tout, les chronologies imprimées, les vidéos, les journaux téléphoniques, les captures d'écran et les déclarations des témoins. J'avais déjà sauvegardé chaque élément de preuve, mais maintenant, il s'agissait de tout mettre en ordre, étiqueté, croisé et prêt pour le tribunal. J'ai contacté les anciens locataires qui avaient contacté le groupe des droits des locataires, et 2 d'entre eux ont accepté de fournir des déclarations écrites détaillant comment ils ont été expulsés de leurs appartements dans des circonstances suspectes. Ensuite, j'ai reçu une lettre de cessation et d'abstention de l'équipe juridique de mes parents. Ils m'ont accusé de diffamation et d'assassinat de caractère. Mon avocat a examiné la lettre, l'a mise de côté et m'a dit que c'était un bluff. Il a dit que les tactiques d'intimidation comme celle-ci étaient courantes lorsque les gens avaient quelque chose à cacher. Nous l'avons classé avec le reste de la documentation. J'ai contacté le gestionnaire de mon immeuble et j'ai demandé une conversation privée, hors des enregistrements. Il m'a dit que la propriétaire avait mentionné quelques mois auparavant que des parents de certains locataires allaient bientôt emménager dans l'un des logements les plus agréables, ce qui correspondait au moment où ma sœur est revenue en ville avec son mari au chômage. Le gestionnaire a hésité au début, mais a finalement accepté de rédiger une déclaration sous serment anonyme confirmant que la propriétaire avait fait cette déclaration avant qu'aucun avis d'expulsion ne soit émis. Quelques jours plus tard, quelqu'un a sonné à mon interphone, prétendant être là pour une visite. Ils avaient vu une annonce pour mon logement exact, marqué « Vacant, occupation immédiate disponible ». J'ai laissé l'homme entrer, je lui ai montré le bail actuel et l'avis du tribunal, et j'ai pris des photos de son dépliant imprimé. Il était clairement affiché sans autorisation légale. J'ai tout scanné et je l'ai envoyé par courriel à mon avocat. Nous l'avons ajouté à la liste des preuves comme un autre signe d'expulsion prémédité. Peu de temps après, j'ai été contacté discrètement par un membre du personnel de l'école de mon neveu. Ils ont dit que mes parents avaient dit à l'administration que la famille de ma sœur avait déjà emménagé dans l'appartement. Ils l'ont utilisé comme preuve d'une nouvelle adresse de domicile stable pour les formulaires d'inscription, un autre mensonge, qui appuyait clairement la chronologie que nous étions en train de construire. Le membre du personnel ne pouvait pas témoigner publiquement, mais il a accepté de soumettre une déclaration confidentielle par l'intermédiaire du groupe des droits des locataires. Vers la même époque, mon père a commencé à publier des commentaires suffisants sur une page communautaire utilisée par les habitants de notre région. Il a plaisanté sur le fait d'avoir gagné la partie et sur le fait que le silence coûte plus cher que le loyer. Les commentaires n'ont pas été bien accueillis par les lecteurs, certains d'entre eux ont lié à l'article du blog. Ce message a recommencé à prendre de l'ampleur, et il a atteint les personnes qui l'avaient manqué la première fois. Cela a ramené le lanceur d'alerte, la même personne qui avait précédemment exposé les faux frais professionnels, m'a envoyé plus de captures d'écran. Cette fois, des messages de clavardage interne où mon père a discuté de la possibilité de qualifier le « don pour l'amélioration de la propriété » de remboursable parce que, selon ces termes, les besoins familiaux sont toujours liés au travail si vous savez comment les formuler. Les messages, combinés aux documents financiers précédents, ont rendu la fraude encore plus claire. J'ai transmis tout cela au bureau d'enquête sur la fraude financière. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une confirmation qu'une vérification avait été lancée sur leurs déclarations de revenus et leurs dépenses professionnelles. Entre-temps, la propriétaire a tenté un dernier coup par l'intermédiaire d'un médiateur tiers. Elle a tenté de négocier un règlement privé, aucune admission de faute, juste une offre d'argent discrète pour faire disparaître tout cela. Nous avons refusé. Toute communication future ne se ferait que par le biais de dossiers judiciaires. Mon avocat l'a clairement indiqué par écrit. L'ami journaliste a publié un article de suivi. Celui-ci comprenait des extraits de la déclaration sous serment, des copies expurgées des nouveaux documents et une analyse plus approfondie du fonctionnement de la manipulation du logement dans les villes sans protection actualisée des locataires. Il a gagné encore plus de terrain que le premier article, principalement en raison de l'aggravation de la situation depuis le début de l'histoire. Les défenseurs des locataires l'ont repris, certains d'entre eux ont organisé une manifestation pacifique devant la résidence du propriétaire. Ils sont restés sur les trottoirs publics, ont tenu des pancartes et ont scandé des slogans.
Une équipe de nouvelles locales a couvert l'événement, et les extraits ont été diffusés sur les médias sociaux. Le nom du propriétaire a été lié à la maltraitance des locataires. Rien d'illégal ne s'est produit, mais la pression publique a commencé à croître rapidement. Puis un autre tuyau est arrivé. Cette fois, il s'agissait d'un agent de location qui avait reçu un appel d'avertissement à mon sujet. Il a dit que l'appel était arrivé juste avant la date du procès, et il a maintenant réalisé qu'il faisait probablement partie d'une campagne de diffamation. Il a retracé l'appel à un téléphone jetable, mais en fonction du scénario et de l'arrière-plan, il pensait que c'était mon père. J'ai immédiatement contacté un avocat spécialisé en diffamation. Nous avons passé en revue tout, les fausses annonces, les appels anonymes, les insultes publiques. À la fin de la réunion, il a accepté de prendre l'affaire. Nous avons commencé à préparer une deuxième plainte. Celle-ci ne concernait pas l'appartement, elle concernait mon nom. Après avoir confirmé la campagne de dénigrement, j'ai commencé à rassembler les lettres de refus de location des dernières semaines. Certains propriétaires avaient refusé sans explication, tandis que d'autres évoquaient des problèmes liés à l'historique locataire. J'ai appelé directement certains d'entre eux. 3 ont admis avoir reçu des appels d'une personne se présentant comme un parent inquiet. L'appelant les a prévenus que j'étais une locataire difficile et un risque juridique. L'un d'eux s'est même souvenu qu'on lui avait dit que j'avais des tendances violentes à squatter. Cela m'a suffi pour agir. Mon avocat en diffamation a envoyé des notifications officielles à chaque propriétaire, demandant toute la documentation liée à mon nom. Des assignations à comparaître ont suivi. Nous avons demandé des relevés d'appels, des messages vocaux, des journaux de messagerie électronique ou tout ce qui pourrait prouver la source. Un propriétaire a transmis un message vocal laissé sur sa ligne professionnelle. C'était mon père, sa voix était claire comme du jour, me décrivant comme une locataire agressive qui refuse de partir et pourrait causer des dommages. Nous avons soumis ce message vocal et toute la correspondance associée au tribunal. Cela est devenu un élément clé de l'affaire de diffamation. Compte tenu de l'intérêt public croissant, mon équipe juridique a fait appel à un expert en relation avec les médias. Son travail consistait à s'assurer que le récit restait clair, factuel et protégé légalement, pas d'interview, pas d'exposition personnelle, seulement une communication contrôlée par le biais de dépôts judiciaires et de documents publics. Parallèlement, un avocat d'une association à but non lucratif de défense des droits des locataires est intervenu pour aider. Ils avaient commencé à contacter d'autres locataires déplacés affectés par le même propriétaire, et ils avaient besoin de quelqu'un pour coordonner les déclarations et les affidavits juridiques. Un ami à moi qui travaille dans la cybersécurité s'est intéressé et a proposé de creuser la piste en ligne. Quelques jours plus tard, il a découvert un faux site d'avis sur les locataires qui avait récemment fait son apparition. 2 articles y étaient publiés sous de faux noms, me dénigrant tous deux en tant que locataire. L'un m'appelait un « cauchemar qui adore les procès », et l'autre m'accusait de détruire des biens et de menacer les voisins. Il a retracé l'adresse IP jusqu'au fournisseur d'accès Internet de mes parents. L'horodatage de l'un des messages correspondait même au jour même où ils ont essayé d'appeler mon ancien immeuble pour une visite. Nous avons enregistré ces preuves numériques, les avons regroupées avec le message vocal et les avons ajoutées au dossier officiel de diffamation. La même semaine, la pression s'est fait sentir sur la famille élargie. Quelques parents éloignés avec qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages sur les médias sociaux et par email. Ils ont essayé de me culpabiliser, prétendant que je déchirais la famille et que je punissais ma sœur pour quelque chose qui aurait pu être réglé discrètement. J'ai tout transmis à mon avocat, et il a envoyé des avertissements écrits à chaque numéro et adresse email impliquée. Aucun contact supplémentaire n'est venu d'aucun d'eux après cela. Entre-temps, j'ai appris par l'intermédiaire d'un tiers que ma sœur avait effectivement contacté son propre avocat pour voir si elle pouvait légalement empêcher nos parents de prétendre agir en son nom. L'avocat lui a conseillé d'envoyer des lettres formelles de cessation d'activité à nos 2 parents, ce qu'elle a fait. Elle m'a envoyé une copie par l'intermédiaire de son avocat non pas pour se réconcilier, mais pour s'assurer que je savais qu'elle ne faisait pas partie de leur plan. Le tribunal a accepté l'ensemble complet des preuves pour l'affaire civile et, en raison de l'ampleur et du détail de la documentation, a décidé d'avancer la date du procès. Le juge a convenu que le poids des preuves justifiait une audience plus rapide. De l'autre côté, l'équipe juridique du propriétaire a vu où les choses allaient. Ils ont commencé à la distancer des problèmes fondamentaux, faisant subtilement porter le blâme sur mes parents. C'était une manœuvre calculée, une tentative de protéger le propriétaire en la faisant passer pour une participante passive plutôt qu'une partenaire volontaire. En réponse, mon avocat a modifié la demande d'indemnisation.
Nous avons ajouté des demandes pour tous les frais liés au déménagement, toutes les dépenses juridiques à ce jour et des frais de perturbation de revenus. Il ne s'agissait pas d'être cupide, il s'agissait de récupérer chaque dollar que j'avais dépensé pour nettoyer leur gâchis. Quelque chose d'inattendu s'est produit vers cette époque. Mon employeur, qui avait suivi discrètement l'histoire sans intervenir, m'a convoqué à une réunion. Ils ont dit qu'ils avaient remarqué comment j'avais géré tout cela sans que cela n'affecte mon travail. J'ai été promu. Avec un nouveau titre sont venus une allocation de logement et l'accès à des appartements d'entreprise avec des clauses de stabilité à long terme. Un ami m'a donné une information confidentielle sur un logement qui s'ouvrait dans un immeuble calme juste à l'extérieur de la ville. Je l'ai vérifié en personne, j'ai signé le bail par le biais d'une annonce privée et j'ai emménagé 3 jours plus tard. L'adresse n'est pas indiquée sous mon nom en ligne, et je n'ai dit à personne dans ma famille où j'étais allé. Je me suis installé en silence, je n'ai laissé aucune trace, et je me suis assuré que cette fois, ma maison était à moi seul et intouchable. Le tribunal a officiellement accepté l'affaire de diffamation, et le juge a approuvé les assignations à comparaître pour les communications numériques de mes 2 parents. Mon avocat s'est coordonné avec un analyste numérique qui a commencé à récupérer les emails supprimés et les sauvegardes cloud. En quelques jours, il a trouvé de multiples messages entre mes parents et le propriétaire. L'objet d'un email était « calendrier de disponibilité » et à l'intérieur, il discutait sans embâche du paiement d'une « somme de motivation » pour rendre le logement disponible dès que possible. Un message incluait même mon nom complet et mon numéro d'appartement. Ces emails ont été imprimés, authentifiés et soumis au tribunal. Ils ont confirmé ce que nous soupçonnions depuis le début, l'expulsion entière avait été organisée financièrement, et cela a détruit toute crédibilité restante que le propriétaire avait essayé de maintenir. À ce stade, le calendrier, les messages vocaux, les déclarations fiscales et les journaux numériques racontaient une histoire complète. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un ancien collègue de mon père a contacté notre équipe juridique par l'intermédiaire d'une recommandation, déclarant que les événements se sont produits avant toute action en justice. Il a proposé de témoigner sous serment qu'il avait personnellement entendu mes parents discuter de plans pour ruiner mon historique locatif et répandre des rumeurs à mon sujet pour bloquer les futurs baux. Il ne voulait rien en retour, il a juste dit que le fait de voir la situation se dérouler l'avait rendu malade, et qu'il ne voulait plus garder le silence. Sur les recommandations de mon avocat, j'ai engagé un enquêteur privé. L'objectif n'était pas de creuser dans leur vie privée, il s'agissait simplement de s'assurer qu'aucune autre ligne n'était franchie. En 2 semaines, l'enquêteur a surpris mes parents en caméra entrant dans mon ancien immeuble par une entrée secondaire. Cela s'est produit 3 semaines après la première assignation à comparaître, même s'ils n'avaient aucun droit légal d'y être. Sur un ensemble de photos, ils pointaient des murs et prenaient des mesures. Il était clair qu'ils pensaient toujours que l'appartement était à eux pour ma sœur. Nous avons soumis les images aux forces de l'ordre ainsi que des documents montrant qu'ils n'avaient aucun bail ni autorisation d'accès. La police a ouvert une enquête pour violation de propriété et harcèlement potentiel. La même semaine, le conseil du logement de la ville a envoyé une lettre officielle au propriétaire. Il y était indiqué que sa licence immobilière était désormais soumise à un examen officiel et que les plaintes déposées contre elle avaient dépassé le seuil d'une enquête réglementaire immédiate. La complexité croissante de l'affaire a attiré l'attention d'un avocat de haut niveau spécialisé dans les droits du logement qui avait suivi les articles de blog et la couverture locale. Il a proposé de rejoindre mon équipe juridique pro bono, citant l'importance publique de l'affaire. Mon avocat a accepté le soutien, et ils ont travaillé ensemble pour resserrer les dépôts judiciaires avant les procès civils et de diffamation. Le juge qui présidait le procès de diffamation a émis une ordonnance de restriction temporaire contre mes parents, qui interdisait toute communication ultérieure, y compris les contacts indirects ou par l'intermédiaire de tiers. Ils étaient désormais légalement interdits de me contacter, de s'approcher de chez moi ou de m'impliquer dans une quelconque forme de communication, directement ou indirectement. Les violations entraîneraient des amendes ou des accusations criminelles possibles. Cela couvrait les contacts numériques, les intermédiaires tiers et toute tentative d'approche de ma nouvelle résidence. Cette ordonnance a été violée presque immédiatement. 3 jours plus tard, ils ont envoyé un livreur à mon nouvel immeuble avec un colis contenant des photos de famille et une lettre. Quand j'ai vu de qui c'était, j'ai refusé la livraison et j'ai immédiatement signalé la violation. Le tribunal a examiné la situation et a considéré qu'il s'agissait d'une violation orchestrée de l'ordonnance de restriction. Mes parents ont été condamnés à une amende, et il leur a été clairement indiqué que les violations futures pourraient entraîner des accusations criminelles.
L'histoire a de nouveau touché un public plus large après qu'un podcast local a présenté un segment sur l'injustice du logement et a utilisé mon cas comme l'un de ses principaux exemples. Ils ont évité les noms mais ont décrit la chaîne des événements en détail. L'épisode est devenu viral dans la ville, et les groupes de défense des droits des locataires ont commencé à l'utiliser comme référence lors de réunions et de manifestations. Certains parents éloignés ont essayé de me contacter à nouveau par l'intermédiaire de contacts mutuels, certains ont laissé des messages vocaux avec des excuses, d'autres ont envoyé des messages par email pour éclaircir les choses. Aucun n'a été répondu. Chaque appel et message a été enregistré. Personne qui avait permis le plan original ne serait autorisé à revenir dans ma vie, même indirectement. Mon avocat a envoyé une nouvelle série d'avertissements, confirmant cette fois par écrit que toute tentative de me contacter par l'intermédiaire de tiers, de la famille, d'amis ou d'anciens collègues serait considérée comme du harcèlement continu en vertu de l'ordonnance du tribunal. Toute tentative future de me joindre sous quelque format que ce soit serait documentée et poursuivie. À ce moment-là, tout se déroulait rapidement, de manière structurée, légale et entièrement documentée. Le procès civil a commencé avec tout ce que nous avions. Mon équipe juridique a présenté un portfolio complet, capture d'écran, emails imprimés, journaux financiers, images de sécurité, enregistrements audio, déclarations de témoins notariés et rapports numériques retraçant les faux avis. Chaque élément était étiqueté, horodaté et étayé par une documentation justificative. Nous avons commencé par le calendrier, du premier indice d'expulsion aux violations de l'ordonnance de restriction. Plusieurs anciens locataires se sont présentés pour témoigner. Chacun d'eux a expliqué comment ils avaient vécu dans l'immeuble pendant des années sans problème jusqu'à ce que de vagues violations de bail apparaissent soudainement quelques jours après avoir été priés de partir, une nouvelle famille allait emménager. Un témoin avait la preuve que la famille qui les remplaçait avait transféré de l'argent directement au propriétaire, un autre avait un mémo vocal décrivant l'arrangement. Leurs histoires n'étaient pas seulement similaires, elles étaient presque identiques à la mienne. L'équipe juridique de mes parents a essayé de détourner l'attention en attaquant mon caractère. Ils ont fait référence à de vieux emails datant de plusieurs années, ont essayé de me faire passer pour une paranoïaque et ont même mentionné le fait que j'avais enregistré des appels et mis en place une surveillance. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. Le juge a interrompu l'une de leurs lignes de questions et a demandé en quoi tout cela était lié au paiement de mes parents au propriétaire. Après cela, leurs arguments ont perdu de leur élan. Lors du contre-interrogatoire, le propriétaire a finalement admis avoir reçu un paiement de mes parents et avoir accepté de ne pas renouveler mon bail en retour. Elle a essayé de le justifier comme une solution prévoyante qui profiterait à tout le monde. La salle d'audience était silencieuse. Le juge s'est penché en avant, a qualifié toute l'affaire d'anti-éthique et a pris note pour renvoyer l'affaire à l'autorité du logement de l'État pour un examen réglementaire plus approfondi. Le tribunal a statué en ma faveur. Le juge a accordé une pleine indemnisation, honoraires juridiques, dommages moraux, frais de relogement et perte de revenus. Le jugement final a déclaré le propriétaire et mes parents solidairement responsables. C'était la première fois que je voyais mes parents avoir l'air étonnés dans une salle d'audience. Ils ont été condamnés à payer sur leur compte personnel, et aucune assurance ne pouvait être utilisée pour atténuer le coût. Après la fin du procès, je suis rentré chez moi pour trouver une lettre collée à ma nouvelle porte. Elle ne provenait de personne impliquée, c'était mon nouveau propriétaire. Il avait suivi l'affaire et avait inclus un avenant à mon bail. Il garantissait un loyer fixe pendant 5 ans et renonçait à tous les frais de renouvellement. Il comprenait également une clause me protégeant des représailles de toute partie impliquée dans le procès. Je l'ai signé et j'ai rangé la copie. En utilisant une partie du règlement, j'ai engagé un avocat au permanent, sur appel et entièrement informé de toute l'affaire. L'avocat s'occuperait de toutes les nouvelles menaces, tentatives de dénigrement ou retombées de diffamation. Je ne prenais pas de risque. Entre-temps, le tribunal a fixé une date ferme pour le procès en diffamation. L'équipe juridique de mes parents a déposé 3 requêtes pour ajournement, invoquant le stress et des problèmes médicaux non liés. Toutes ont été rejetées. Le juge a déclaré officiellement que les retards faisaient partie d'un schéma d'obstruction. Avec les conseils de mon conseiller en médias, nous avons publié une déclaration écrite par le biais d'un support neutre. Elle ne nommait pas de nom, elle se concentrait sur le problème plus large: comment les familles manipulent, culpabilisent et mettent parfois les autres dans un coin sous le masque de l'obligation. Elle encourageait les lecteurs à tenir bon lorsque les limites étaient franchies. La réponse a été calme mais respectueuse. Peu après le procès civil, les services sociaux sont intervenus. Un signalement anonyme a soulevé des inquiétudes concernant l'environnement familial toxique que mes parents créaient.
L'agence a mené un examen et a imposé des restrictions à l'accès de mes parents au fils de ma sœur, qu'ils avaient essayé d'utiliser comme un levier émotionnel tout au long de cette épreuve. Il n'y a eu aucune couverture médiatique, aucune photo de salle d'audience, seulement de nouvelles lignes directrices sur la façon dont ils pouvaient interagir avec leur petit-fils. Au fur et à mesure que les documents judiciaires sont devenus publics, d'autres retombées ont suivi. Le cercle social de mes parents s'est réduit, quelques-uns de leurs amis les plus proches se sont éloignés. Mon père a été discrètement retiré d'un conseil de bénévoles local, son contrat de travail n'a pas été renouvelé. Après la conclusion de l'enquête sur la fraude fiscale, rien de dramatique ne s'est produit, seulement des gens qui ont pris du recul après avoir lu ce qui s'était réellement passé. Le propriétaire n'a pas été épargné non plus. Le Conseil du logement lui a infligé une amende et a suspendu sa licence de location, dans l'attente du résultat de son enquête. Jusqu'à nouvel ordre, elle n'était pas autorisée à signer, annoncer ou renouveler aucun contrat de location résidentielle. Si elle voulait revenir, elle devait réussir un audit de conformité complet. Même si la victoire civile a apporté une certaine résolution, je ne me suis pas détendu. Le procès en diffamation était le suivant, et contrairement à l'affaire civile, il ne s'agissait pas seulement de biens et de contrats, il s'agissait de tout ce qu'ils avaient fait pour essayer d'effacer mon nom et jusqu'où ils étaient prêts à aller lorsque « non » n'était pas la réponse qu'ils voulaient. Le procès en diffamation s'est ouvert 2 mois seulement après le jugement civil. Mon équipe juridique a présenté tout dès le début, une série de tentatives de mise sur liste noire, le faux site d'avis sur les locataires, les messages vocaux enregistrés avertissant les propriétaires à mon sujet, et la piste numérique qui menait directement à l'adresse IP de la maison de mes parents. Ils ont montré comment le même numéro jetable avait été utilisé pour contacter plusieurs bureaux de location, à chaque fois en répandant des mensonges me concernant, me qualifiant d'agressive, d'instable ou de risque juridique. La défense n'a pas nié les actions, au lieu de cela, ils ont essayé de les présenter comme des réactions émotionnelles. Ils ont soutenu que mes parents n'avaient pas eu l'intention de faire vraiment du mal, qu'ils n'avaient agi que par désespoir pour aider leur fille, et que mon père avait mal compris les implications juridiques. Ils ont appelé cela une tentative mal avisée d'obtenir un logement pour l'enfant chéri. Mais le juge n'a pas acheté cela. La quantité de planification impliquée, la cohérence entre les différentes méthodes et la piste financière ont prouvé que ce n'était pas émotionnel, c'était calculé. Le tribunal a statué en ma faveur. J'ai reçu des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. La partie compensatoire couvrait la perte financière que j'ai subie en étant mise sur liste noire pendant ma recherche d'appartement. Les dommages-intérêts punitifs étaient substantiels, un message clair indiquant que l'utilisation de tactiques de dénigrement et de manipulation en ligne pour ruiner la réputation de quelqu'un n'est pas seulement contraire à l'éthique, mais illégale. Une injonction permanente a suivi. Mes parents étaient interdits de faire tout commentaire public ou privé à mon sujet en personne, en ligne, par l'intermédiaire de tiers ou anonymement. La violation de l'ordonnance déclencherait des amendes automatiques et une peine de prison possible. Ils n'étaient pas autorisés à discuter de l'affaire, à me citer dans un quelconque message ou même à répondre aux questions mentionnant mon nom. L'ordonnance couvrait tous les formats, audio, écrit, numérique et verbal. Après que le verdict a été lu, ma mère s'est levée et a essayé de présenter des excuses dramatiques devant la salle d'audience. Je ne suis pas resté, je suis sorti par la porte latérale sans me retourner. Ils avaient eu amplement l'occasion d'arrêter cela, ce n'était pas l'une d'elles. À la suite du procès, les services sociaux ont publié une mise à jour. Le tribunal a ordonné une thérapie pour la famille de ma sœur afin de l'aider à gérer le stress et la manipulation dont elle a été victime de la part de nos parents. Les rapports ont montré que leur ingérence avait affecté mon neveu plus que quiconque ne l'avait réalisé. Ma sœur, qui avait gardé ses distances tout au long des procédures judiciaires, m'a envoyé un bref message par l'intermédiaire de son avocat, « J'espère qu'un jour nous pourrons nous reparler, mais je comprends si ce n'est pas possible. » Je n'ai pas répondu immédiatement, mais j'ai apprécié qu'elle ait respecté mes limites, contrairement à nos parents. Quelques jours plus tard, j'ai fait don d'une partie des dommages-intérêts au groupe à but non lucratif de défense des droits des locataires qui m'a aidé au tout début. Je leur ai demandé de ne pas publier d'informations à ce sujet ni d'attacher mon nom nulle part. Il ne s'agissait pas de publicité, ils s'étaient présentés pour moi quand j'en avais besoin, et je voulais qu'ils puissent aider la prochaine personne qui tomberait sur un propriétaire comme le mien. Peu de temps après, une équipe de documentaires sur la justice du logement a pris contact. Ils étaient en train de réaliser une série sur l'exploitation des locataires et voulaient inclure mon histoire. J'ai accepté à une condition, pas de nom, pas de visage et aucune séquence qui pourrait me faire identifier. J'ai passé en revue chaque montage,
j'ai donné des notes et j'ai signé seulement lorsqu'il était impossible de retracer quoi que ce soit jusqu'à moi. Ils ont compris. Les affaires civiles et de diffamation étant toutes deux terminées et sans soutien financier restant, mes parents ont déclaré faillite, ce qui comprenait la documentation de toutes les pénalités et amendes résultant de la décision du tribunal. Le dépôt au tribunal a montré qu'ils avaient été contraints de vendre leur maison pour couvrir les dettes, y compris les pénalités juridiques, les dommages-intérêts et les amendes pour violation des ordonnances du tribunal. Leur enquête sur les fautes financières était toujours ouverte auprès du conseil fiscal. L'association à but non lucratif qui a acheté leur maison l'a inscrite comme projet de logement de transition. L'ironie ne m'a pas échappé. À l'improviste, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres au nouvel endroit. Aucun nom sur le devant, seulement mon numéro d'appartement. À l'intérieur, il y avait une courte note manuscrite d'un des anciens locataires de mon immeuble d'origine. Elle disait « Merci d'avoir riposté quand personne d'autre ne le pouvait ». Cette note a fini dans mon coffre-fort avec les documents du procès. Un mois plus tard, le conseil du logement de la ville m'a contacté. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé à servir de liaison communautaire quelqu'un qui pourrait examiner les plaintes des locataires, signaler les comportements contraires à l'éthique et militer pour une protection plus forte. J'ai accepté. Je n'y travaille pas à plein temps, mais je participe à des panels, je passe en revue les politiques de location et j'aide à mettre les locataires en contact avec les ressources que j'aurais souhaité avoir plus tôt. J'ai appris plus tard que le propriétaire avait vendu l'immeuble, l'acheteur était une fiducie à but non lucratif qui a promis des pratiques de location transparentes, une accessibilité à long terme et une surveillance indépendante. Dans une déclaration de départ, l'ancienne propriétaire a cité le stress extrême et l'attention médiatique indésirable comme raison de sa retraite de la gestion immobilière. J'ai commencé à contribuer anonymement à un blog sur le logement, seulement 1 ou 2 fois par mois, rien de personnel. J'écris sur les droits des locataires, les signaux d'alarme à surveiller et comment tout documenter. Les publications sont parfois republiées, mais je reste dans l'ombre. Je n'ai jamais renoué le contact avec mes parents, qui ont joué un rôle si destructeur dans ce qui s'est passé, et toute tentative de leur part de me contacter après l'ordonnance du tribunal a été documentée et signalée comme des violations. Pas de deuxième chance, aucune logique de « le temps guérit toutes les blessures ». Une fois que le tribunal a finalisé l'injonction, j'ai tout mis en mode blocage, j'ai désactivé les contacts partagés et j'ai mis à jour mes paramètres de confidentialité sur toute la ligne. Aucun message n'est passé depuis. Ma sœur et moi avons finalement pris un café 1 an après que tout se soit calmé. Ce fut gênant et bref, mais civil. Elle m'a dit qu'elle et son mari avaient finalement trouvé un endroit agréable et abordable par leurs propres moyens et qu'il avait trouvé un emploi stable. Elle a mentionné qu'elle avait suivi une thérapie, en travaillant sur ce que cela signifiait d'être elle, enfant chéri, dans une famille qui utilisait le favoritisme comme une arme. Je ne me suis pas engagé à d'autres rencontres, mais je n'ai pas fermé la porte non plus. J'ai tenu un journal personnel tout au long de l'affaire. À la dernière page, j'ai écrit une phrase, « La justice n'était pas une vengeance, c'était la première fois depuis des années que je n'avais pas à regarder par-dessus mon épaule. »